Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour a marqué les plus belles pages du sport français. Athlète d'exception, triple médaillée d'or aux Jeux Olympiques, 2 fois championne du monde. Plus qu'une championne, en fait, c'est une véritable icône. Mise à l'honneur aux Sportel Awards à Monaco pour son autobiographie, elle nous a montré et nous montre encore que tout est possible. Bonjour Marie-Josée Pérec. Bonjour, merci de me recevoir. Tout est possible, c'est votre motto, c'est votre devise, c'est quoi? Tout est possible, ça vous va ou pas? Ça me va. Je pense réellement que lorsqu'on a envie d'accomplir quelque chose, en fait, il faut mettre des actions en place pour pouvoir les réaliser. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps à comprendre comment est-ce qu'on doit s'y prendre. On fait beaucoup d'essais dans beaucoup de choses. On teste, on voit et on apprend et puis... on avance comme ça. Oui, parce que j'ai l'impression, alors moi, comme de nombreux fans de Marie-Josée Pérec, j'ai regardé le documentaire sur Canal+, qui est un morceau de votre histoire qui est quand même très très prenant. Hein. On est avec vous dans des moments très intimes, très privés. Et j'ai l'impression que Marie-Jo, à 15-16 ans, elle ne sait pas trop ce qui l'attend. Hein. J'ai l'impression que si à l'époque on vous avait dit tout est possible, tu vas le faire, je ne sais pas trop si vous auriez, réalisé. Ouais. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça prend du temps. Et on apprend sur soi, on apprend en regardant les autres. Et puis... je pense qu'au début, on se fait aussi beaucoup aider par les autres, parce que je pense qu'on n'arrive pas à avancer seul, surtout dans ces domaines-là. D'ailleurs, je pense que les gens n'avancent pas seuls. Il y a toujours c'est l'image qu'on a. Voilà, l'image qu'on a d'un athlète, c'est que c'est un sport individuel, mais en fait pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'en dehors de la piste où on vous voit courir seul, derrière, il y a toute une équipe. Alors, il y a des gens qu'on voit, il y a des gens qu'on ne voit pas, il y a des gens qu'on entend, il y en a d'autres qui sont là, mais qui vous portent, qui sont un peu... moi, je disais que, par exemple, ma grand-mère, c'était ma béquille, c'était vraiment la personne sur laquelle je me reposais. Et quand ça n'allait pas... c'était vraiment quelqu'un sur lequel je pouvais vraiment compter. Vous parliez avec elle beaucoup ou pas? C'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment le bon mot, la bonne phrase au bon moment. Il y a très peu de personnes qui savent faire ça. Mais elle avait vraiment Elle avait ce don-là, je dirais, puisque c'est pas quelqu'un qui avait fait du sport. Elle ne connaissait pas ce monde-là. Ça, c'est ce que j'allais vous demander. Elle savait pas faire. Le 400 mètres, c'était pas son truc, quoi. Oui, elle ne connaissait pas, mais en fait, moi, je pense qu'avec du bon sens, avec de l'amour, avec de la bienveillance, on peut accompagner les gens ou quelqu'un dans son parcours. Et puis elle était très curieuse, donc elle lisait beaucoup, elle savait tout sur les résultats, elle connaissait des adversaires, elle avait toujours quelque chose incollable, quoi, en fait à me raconter. Et ce qui est incroyable, c'est que moi je parle beaucoup de ma grand-mère, mais moi j'avais aussi mes parents. Alors mes parents, ils étaient très fiers, mais si on leur disait elle a fait quelle perf votre fille à Atlanta, et mon père et ma mère disaient elle a gagné, c'est bien. Ah bah oui, c'est une façon de résumer les choses, mais quand on fait ce sport-là... C'est pour expliquer qu'ils étaient très fiers, mais que c'était pas comme ma grand-mère qui,
en fait, qui s'était vraiment investi et qui s'intéressait vraiment. Enfin, moi, je dirais que c'était presque un deuxième entraîneur. Ah oui, ah oui. Parce que quand on fait ce sport-là, on se bat contre le temps, déjà, au départ. On descend à coup de seconde, ou à coup de millième, ou à coup de dixième. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, là, je passe un cap qui va être déterminant dans le temps? Alors en fait, moi, mon objectif, parce qu'en fait, on dit qu'au départ, ben oui, en fait, je me suis cherchée. Mais à partir du moment où j'ai décidé que j'allais en fait embrasser cette carrière, je suis allée chercher les gens qu'il fallait. Ouais. Alors il y a des gens qui ne voulaient pas de moi, donc j'ai dû en fait les convaincre. Alors le premier, c'était Jacques Piacenza. Il voulait pas de vous, Jacques Piacenza? Non. Pourquoi il vous trouvait pas assez bonne? Enfin, pas assez rapide, pas assez technique? Non, parce que j'avais un caractère que les gens n'aimaient pas. Ouais, enfin moi je pense que j'étais assez têtue. Ouais. J'avais une réputation de faire un peu ce que je voulais quand je voulais. Et je pense que dans un groupe, les gens ne voulaient pas de gens qui ont trop de caractère et qui la ramènent trop. Donc, ils ne voulaient pas de moi. Et j'étais passée par la fédération. Ils l'avaient un peu obligée à m'entraîner, puisque c'était un entraîneur qui était détaché, donc qui devait entraîner des athlètes. Et moi, c'est vraiment par ce biais-là que je suis rentrée dans ce groupe. Il n'est pas venu me chercher et il ne voulait pas de moi. Quand on arrive dans un groupe comme ça qu'on n'est pas voulu, est-ce qu'on le sent? Est-ce que quand vous êtes arrivés là aux premiers entraînements, est-ce que vous avez senti qu'il y avait un petit... Les Anglais, ils ont ce mot qu'on n'arrive pas à traduire, c'est reluctancy, hein, cette espèce de truc qui dit ni oui ni non, quoi, mais vraiment un peu sur les talons, quoi. C'est exactement ça. Tout le monde se disait, mais ça va pas tenir une semaine, parce que vu mon caractère et vu le comportement de ce monsieur, ils ont tous dit qu'au bout d'une semaine, il y aurait eu le clash, quoi. Et il n'a pas eu lieu, le clash? Il a eu lieu 3 ans plus tard. Bon, ça a déjà dépassé une semaine. Justement, comment vous avez fait? Parce que vous avez senti cet entraîneur un peu sur les talons avec vous. Comment c'est quoi qui vous pousse? Vous vous dites, je vais te montrer que t'as tort? C'est quoi qui vous traverse l'esprit, là? En fait, moi, je savais que c'était le meilleur entraîneur de France. Et donc, je me suis dit, oui. Je vais serrer les dents, j'essaierai de pas trop la ramener. Ça devient le vrai combat. J'arriverai à l'heure. Et puis, surtout, j'essaierai vraiment de me concentrer en fait, sur tout ce que cette personne pouvait m'apporter. Donc, j'étais quand même assez... en fait, moi, je dirais que je m'étais vraiment conditionnée pour que ça puisse fonctionner. C'est vous qui avez fait l'effort, quoi. Ah oui, sinon, je restais pas dans ce groupe une journée, quoi. Et les autres athlètes dans le groupe? Au début, tout le monde disait, de toute façon, ils rigolaient, d'ailleurs. Il y avait les sœurs Evan GP et la plus petite, elle disait, mais de toute façon, elle va pas tenir, ça va pas fonctionner. Et puis, des semaines ont passé, des mois, et 1 année, 2 années, et puis des titres. C'est-à-dire qu'avec Jacques Piacenza, déjà, vous commencez à gagner sur des plans, alors nationaux d'abord, mais très vite internationaux, quoi. Oui, je gagne mon premier championnat du monde à Tokyo. Oui. Et Est-ce que Tokyo, c'est le moment où vous pensez que la France et plus largement le monde de l'athlétisme vous a découverte ou pas? Ou est-ce qu'il y avait déjà
Il y a un projecteur braqué sur vous? Je pense que dès que je suis arrivée à Paris sur mon premier championnat de France... Ça, c'est 88, hein, à peu près. Non, un peu avant. C'est 84. Ouais. Quand j'arrive à Paris pour la première fois, je fais mes premiers championnats de France. Je vois que tout le monde me regarde comme une bête curieuse. Parce que je pense qu'à 16 ans, dans ce milieu-là, tout le monde se connaît. Et vous, personne vous connaissait en fait? Personne ne me connaissait. J'avais fait juste une compète en scolaire et puis j'avais été qualifiée à ces championnats de France. D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait, des championnats de France. Moi, je passais mon temps chez moi. J'habitais à côté d'une rivière, donc je passais mon temps à aller à la pêche aux écrevisses. Donc, j'étais vraiment pas dans ces trucs-là. Pourtant, c'est 84, il y a les Jeux de Los Angeles. Je sais même pas qu'ils existent. Je ne sais pas que ça existe. C'était pas du tout votre monde. Non. Mais par contre, en fait, courir, c'est quelque chose en fait, que moi, j'ai toujours aimé faire. Lorsque j'étais en primaire, mes parents, on avait la maison juste à côté de l'école. Donc nous, on ne mangeait pas à la cantine. On rentrait chez nous. Mais durant ce temps-là, les enfants faisaient des courses, donc ils mettaient des bancs. D'accord. Les bancs de la cantine, ils en mettaient 2. Et les enfants faisaient des allers-retours pendant... une heure, jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus. Et donc, moi, j'adorais aller faire ça. Donc, je mangeais très vite chez moi. Je repartais pour pouvoir aller faire ça. Et donc, à mon école primaire, déjà, j'étais la plus rapide. Enfin, on était 2. On était deux filles, quoi. Deux jeunes filles. On était vraiment... donc, lorsqu'il y avait des jeux dans la cour d'école, j'étais toujours... tout le monde voulait être dans mon équipe. Vous voulez être dans votre équipe? Oui, on joue plus à ça, hein, mais lorsqu'on jouait aux gendarmes et aux voleurs, je sais pas si ça va pas parler à grand monde. Mais il fallait pas se faire attraper, donc il valait mieux être c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais quand vous dites c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, moi là je découvre quand vous le dites parce que je l'ai entendu nulle part. En fait, vous aimiez courir. Oui, bien sûr. Ouais. Donc le tour de piste, c'était un moment de plaisir en fait. Ouais, moi j'adorais ça. J'adorais courir. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Pour moi, c'est en fait cette sensation de liberté, de... Surtout quand on a du pied, des grandes jambes, que ça marche, quoi. Parce que ça doit quand même... alors, vous me dites, j'étais toujours la plus rapide, ou en tout cas dans les plus rapides, donc vous comprenez assez vite que vous êtes meilleur que les autres, ou pas? Ah oui, en tout cas, en fait, à cette époque-là, c'était vraiment le truc... en fait, tout le monde dans mon école savait qu'il y avait Marie-Jo et il y avait une petite Marie-Jo et il y avait Claudia. Donc on était 2. Donc on faisait 2 équipes. Une dans chaque équipe. Ouais. Alors on revient à Piacenza quand vous commencez à gagner. Bon, on parle de Tokyo, le premier championnat du monde. Et j'ai lu quelque part que vous disiez c'est la course qui fait le plus mal dans les jambes. De faire un tour de piste comme ça quand on franchit la ligne. On a mal aux jambes, c'est infernal. Ah oui, parce que c'est une course qui est entre... en fait, c'est une course de vitesse, mais qui est longue. Oui, c'est ça, en fait. On doit aussi résister. Et c'est vrai qu'à partir de 300 mètres, moi, je pense que c'est le mental qui fait la différence. Et on a le lactate qui monte. Et en fait, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est insupportable. Donc moi, j'avais pour habitude de dire, mais de toute façon, on ressent toute la même chose. Donc c'est à celle qui le supportera le plus, le mieux. Voilà. Ah ouais. Et à partir de ce moment-là, on se disait que la Corse, elle est ouverte
Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça, par exemple, on parle de la relation entraîneur-athlète. Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue avec Jacques-Pierre Sintas sur ce moment où il faut supporter plus que les autres ou supporter mieux que les autres En fait, le coach, il est là pour nous... Le coach, en fait, il nous préparait. Donc, on fait du spécifique pour cela. Et puis, je pense qu'après, chacun ressent les choses, font leur course. Alors, on a des conseils des coachs. En fait, ça dépend de quel type de coureur on est, si on est des sprinteurs, si on est plutôt... Donc, ça dépend... moi, je courais quand même sur de la vitesse, puisque j'étais assez rapide. Donc, je passais quand même assez vite au premier 200. Là, on rentre dans des choses un peu techniques. Je pense que ça n'intéresse pas trop les gens. Ah si, moi j'aime bien l'histoire du 200 parce que justement, je me suis toujours demandé, quand on a trouvé sa distance, est-ce qu'on peut en changer ? C'est-à-dire, à un moment donné, je crois que vous vous êtes essayé au 200 d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut en changer ? Quand on est une spécialiste du 400, est-ce qu'on peut passer au 200 ? Parce que les gens comme moi qui ne courent pas très vite, ils se disent, elle est rapide, elle peut faire du 200, elle sera aussi rapide, ou du 100, elle sera aussi rapide. En fait, non, c'est pas exactement comme ça. En fait, non. En général, on est coureur de 100-200 ou on est coureur de 200-400. Mais moi, je pouvais partir du 100 jusqu'au 400. C'est vrai, Vous pouviez tout faire parce que c'est une époque, j'ai eu le record de France du 100, du 200, du 400 et du 400. Ouais. Ah ouais. Et oui. Ah ouais, Oui. Enfin, je suis la première Française à descendre sous les 11 secondes. Donc, d'accord. En fait, quand on court un 100 mètres en moins de 11 secondes, on peut faire une grande finale. Une finale mondiale. Oui, c'est ça. Ah ouais, oui. Parce que c'est Noah Lyles, je l'écoutais là au dernier championnat du monde, qui disait je suis un bon sur 200. Je suis le meilleur sur 200, mais sur 100 parfois, je ne suis pas le meilleur. Il y a une différence ? Bien sûr, ouais. C'est-à-dire, sur le 100 mètres, il faut être très explosif. Ouais. Après, il y a certains coureurs de 100 qui ont du mal, parce que le 200, c'est trop long pour eux. Donc, ce type de coureurs, ils sont très, très bons sur 100 mètres et moins bons. C'est 9 secondes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Entre 9 et 10 secondes, et après, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Ouais. Comment vous expliquez justement que vous ayez pu faire toutes les distances ? Vous adaptiez vos sensations ? Ou c'était mental ? C'était quoi la différence ? Parce que moi, je pensais que tout était possible. On y revient. On y revient. Tout est possible. Et je pensais que tout était possible. Et puis, moi, je pense que j'étais une sorte d'athlète gourmande et je voulais tellement marquer mon temps et marquer l'histoire que moi, j'avais besoin aussi de cette variété pour pas s'ennuyer, pour pas répéter les mêmes choses. Et d'être curieuse parce qu'un 100 mètres ne se court pas comme un 200. Quand on est sur 100 mètres, on fait des foulées qui sont complètement différentes que lorsqu'on est sur un 200. Et sur un 400. Et sur un 400, c'est encore différent. Et en fait, tout ce travail qui est complètement différent, en plus avec Jacques-Pierre Sintas, c'était très intéressant, puisque c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la bioméca. Et donc... moi, j'aimais beaucoup apprendre, comprendre ce qu'on faisait. Et donc, c'était vraiment l'entraîneur idéal pour ça. Parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand on s'entraîne, par exemple, sur une distance, le 400, c'est ce que je comprends, et que ça marche et qu'on gagne, au bout d'un moment, on peut s'ennuyer un peu. C'est ça ? C'est exactement ça. Et alors, donc, femme que bol, elle peut s'ennuyer un peu, alors, c'est ça ? Parce que bon, est-ce qu'elle vous fait penser à vous ? Elle fait un peu de 200 aussi. C'est ça, elle commence. J'ai vu qu'elle en faisait un peu. Parce que, alors, c'est pas du tout la même foulée, la même façon de courir que vous, mais c'est étonnant le nombre de commentateurs, je me suis amusée à écouter, qui la comparent, enfin, qui vous comparent.
C'est-à-dire que, alors elle règne, hein, elle règne absolument sur le 400 aujourd'hui, mais comme vous avez régné sur le 400, est-ce que c'est ça qui vous ressemble? Ah, aujourd'hui, c'est plutôt l'américaine McLaughlin. Cindy McLaughlin, ouais. C'est ça. Et puis, une petite qui vient de la Dominique dans la Caraïbe et qui a gagné les Jeux l'année dernière, Paulino. Oui. Qui est absolument aussi incroyable. Et vous trouvez qu'elles vous ressemblent plus, ces deux-là, que Femke Bol? Alors... Parce qu'en taille... Oui, elle est très très grande. Voilà, Femke, c'est votre allure. Oui, elle est très... Alors que Cindy McLaughlin, elle est plus petite. Oui, elle est plus petite, ouais. Non, mais moi, je parlais plutôt sur ce qu'elles ont réalisé sur les perfs. Hein. Mais c'est vrai que physiquement, effectivement, c'est une très grande, assez fine. Ouais. Ouais. Comment vous expliquez que 30 ans après, elle court pas encore dans votre temps, hein? Elles ont réussi cet été. Oui, à peu près, mais je veux dire, on a parfois l'impression qu'avec le temps qui passe, les records disparaissent, et finalement, enfin les records, en tout cas les repères de temps. Et là, finalement, on se rend compte que 30 ans après, les filles courent dans les temps où vous couriez. C'est-à-dire, il n'y a pas eu ni de découverte de matériel, ni de changements incroyables qui font que... Donc vous imaginez qu'en fait, vous avez fait le maximum de ce qu'on peut faire sur le tour, quoi, ou pas? Non, je pense que c'est une discipline qui va encore progresser. Alors aujourd'hui, les filles, elles ont les chaussures... Il y a le carbone, qui fait que ça rebondit, en fait, ça renvoie en fait un peu plus. En fait, les stades aussi ont beaucoup évolué. Les pistes ont beaucoup évolué. Ouais. Donc là aussi, je pense qu'on gagne quelques centièmes. Donc non, on va dire que j'étais peut-être en avance sur mon temps. Bah, ça sûrement. Hein. Déjà, vous êtes l'une des premières à avoir dit tout haut. Il peut y arriver des moments où on se sent pas bien. Je vais pas bien, bah ouais. C'est, Ça, c'était précurseur quand même, hein, parce que dans votre monde, au moment où vous dites c'est à Sydney, je crois. Hein, ouais, je pense que les gens ils le comprennent pas parce que en fait, ça n'est pas un sujet sur lequel je sais pas, la presse, la médecine, en fait, personne ne s'y intéresse vraiment, quoi. Non, pas spécialement. Hein. Parce que vous pensez qu'à ce moment-là, les gens pensent que les athlètes, comme ils gagnent, parce que vous, quand vous dites je vais pas bien, vous êtes au sommet de votre carrière, vous êtes championne olympique déjà, vous êtes championne du monde, vous êtes championne de France, vous êtes record woman du monde. Enfin, et les gens ne s'imaginent pas qu'en ayant autant de succès, on puisse se sentir mal, en fait. Oui, mais ce qu'on ne comprend peut-être pas, c'est que lorsqu'on monte en émotion si haut, forcément, en fait, on redescend. Ouais. Et lorsqu'on redescend, en général, on redescend vraiment très très bas. Et on a du mal, en fait, à équilibrer ces sensations-là, cette émotion-là, en fait. C'est quand même assez difficile, en fait, à expliquer aux gens. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je pense que derrière, les choses, elles deviennent quand même assez fades parce qu'en fait, on vit quelque chose de très intense. Oui, le moment de la victoire... le petit temps, c'est ça le problème d'ailleurs, c'est le petit temps qui entoure la victoire. Ça va jusqu'au podium et peut-être la conférence de presse et les 3-4 interviews derrière. Et puis c'est fini, quoi. Oui, c'est très très intense. Et puis derrière, pour certains sportifs, pendant quand même un bout de temps, on est appelé un peu partout, on fait beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses, et puis derrière, en fait, ça redescend. Et je pense que là, on devrait avoir un accompagnement avec avec des spécialistes. Alors aujourd'hui,
Ça se fait plus ou moins. Ouais, on a vu, même Léon Marchand, à un moment donné, il a dit « je suis fatigué, il faut me laisser respirer, j'y arrive plus ». Ça se fait plus ou moins. Alors, des gens comme lui, ben forcément, le fait de ne pas être en France, je pense que c'est plus facile. Ouais. Parce que on fait quand même partie des pays où on met quand même beaucoup la pression. C'est d'ailleurs pour ça que vous partez. Oui. Non, mais faut le dire, c'est peut-être pour ça que vous décidez de partir aux États-Unis. Hein, il y a ce moment où... en fait, oui, c'est pour cela, mais pas que, parce que moi je décide quand même de partir dans ce groupe-là parce que je découvre en fait à Barcelone, quand je suis avec Jacques Piacenta, je découvre en regardant durant l'échauffement, en regardant cette équipe américaine, qu'ils étaient en train de danser avant la finale. Ils avaient de la musique sur les oreilles et tout, et en fait ils dansaient. Et je n'arrivais pas à intégrer que des gens puissent dans une heure aller faire une finale olympique, et d'avoir le coach qui avait la banane, qui dansait, les athlètes qui déconnaient. Et moi j'étais avec mon coach, et puis lui en fait il était très sérieux. C'était moi je ressentais qu'il transpirait la peur. Donc c'était vraiment deux expériences, celle que je vivais et celle que je voyais de l'autre côté du stade. Je me disais mais c'est... Enfin, j'y croyais pas d'ailleurs. Je me disais mais de toute façon ils vont se planter. Puis non, hein. Dans ma petite tête, je les regardais, je disais mais ils ont quoi encore ces Américains à faire les malins. Et en fait, derrière ces gens, ils étaient tous les deux dans ce groupe-là, ils ont été champions olympiques. Ils ont même battu les records du monde de leur discipline. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, eux, ils gagnent dans la joie, dans la bonne humeur, dans... C'est le fun, le mot américain qui marche pour tout. C'est le bien-être et tout. Et moi, en fait, je gagne dans... c'est miséreux, quoi. C'est dur, et en fait, j'ai voulu comprendre et aussi vivre ça, quoi. Vous avez besoin de sourire, quoi. Et donc, j'ai décidé de m'entraîner avec ce monsieur qui ne voulait pas de moi non plus. Encore une fois, mais c'est pas vrai, ça. Parce que c'est un coach qui n'entraînait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes dans ce groupe. Donc, pendant une bonne année, j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Et puis, un jour, j'ai pris un billet d'avion et je suis partie à Los Angeles et je suis allée rencontrer ce monsieur. Et en fait... il n'a pas pu vous résister. Il voulait toujours pas. Il voulait toujours pas. Et il disait qu'il était fier que je sois venue jusque-là pour lui demander, mais qu'il me laissait le fait d'avoir fait ce long voyage, que je pouvais juste venir faire un entraînement avec le groupe. Et lorsqu'ils m'ont donné l'opportunité de faire cette séance... j'ai fait une séance tellement dingue qu'à la fin, je m'étais quand même beaucoup rapprochée de la perf des garçons, de son groupe. Et donc, il s'est dit, je crois que j'ai trouvé le médicament pour les gars de mon groupe. Pour les motiver, ouais. Ça va être elle. Et donc, moi, j'ai été prise pour faire cela. Alors, championne du monde, championne olympique, record woman du monde, mais on est là pour motiver les garçons, quoi. Mais au départ, en fait, vous aviez obtenu le résultat. Et il m'avait dit que une nana dans le groupe, qu'est-ce que je vais en faire. Et puis, je sais même pas comment entraîner une nana, moi, mais... Parce que c'est différent. On fait comment? Et j'ai répondu ce que je ne répondrai pas aujourd'hui. J'ai répondu, vous faites comme avec les hommes. C'est ça ma question à Marie-Jo, c'est que quand on est une femme, on s'entraîne pas comme un homme, non? Alors en fait, il y a 30 ans, je crois en tout cas,
moi, je me posais pas trop cette question-là. Ouais. Et je pense que chacune, on s'arrangeait à sa manière. Hein. On n'avait pas de suivi gynécologique. C'est ça, j'allais vous dire, il y a les hormones, on ne se sent pas de la même façon tout le temps dans le mois. On n'entraînait pas les femmes, justement, en pensant en fait à leur cycle. En fait, tout ça, quand même, a bien progressé. Donc, c'est vrai que chaque femme se débrouillait comme elle pouvait. Il n'y avait aucun conseil qui était donné. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, c'est très suivi. Donc, c'est pour ça que je lui dis, c'est vrai qu'à l'époque, je lui avais dit, vous avez qu'à m'entraîner comme les gars. Comme les gars, ouais. Alors que je pense qu'avec tout ce qu'on a appris, toute l'évolution qu'il y a eu sur ces thématiques-là, fait qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont mieux accompagnées. Hein. Ça a été pour vous un point, la non-gestion de votre nature de femme. Est-ce que ça vous a marqué dans votre carrière? Est-ce que vous l'avez ressenti? Le fait qu'on n'a pas suffisamment fait attention à votre rythme biologique ou pas? Parce qu'il y a des femmes qui n'en ont pas souffert non plus. Hein. Je dirais que, en fait, le fait de ne pas trop se poser la question, on ne se posait pas ce type de questions. On était complètement focalisés sur la performance, sur la préparation. Il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de spécialistes pour nous informer sur ces sujets-là. Donc, en fait, on a avancé parce que il fallait avancer, quoi. Hein. C'est ça, hein. C'est une époque, on oublie quand même, on prend toujours les années 90 comme les années dorées du sport, etc. Parce que c'est vrai, Carl Lewis, ça a été des moments où il y a eu sur le track and field, en tout cas dans l'athlétisme, il y a eu l'éclosion de talents tellement incroyables. Et on oublie, on oublie que c'était une époque aussi où il n'y avait pas grand-chose de délicat là-dedans. Hein. C'était un peu... comparé à tout ce qu'on propose en fait aux athlètes aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont évolué. Bon, après, chacun vit avec son temps. Hein. Enfin, moi, j'ai pas non plus de regrets face à tout ça. Non. Hein. Non. Quand on vous voit... et d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu cette progression et cette ouverture pour que les athlètes soient mieux dans leur tête, dans leur basket et dans leur corps. Ouais. Ah, d'ailleurs, quand on vous voit là, pour Paris 2024, on vous voit allumer la flamme olympique, on se dit quand même, tout ça, ça valait bien le coup, ou pas? Parce que quand même... Oui, moi je ne dirais pas que... je le dirais pas de cette manière, mais non, je pense que c'est une belle reconnaissance. Après, en fait, ça c'est pour moi que c'est une belle reconnaissance. Mais en fait, ce qui faisait vraiment mon moteur, c'est le fait que ça puisse changer le regard en fait sur des populations comme les nôtres. En fait, pour moi, allumer la vasque, bien sûr, il y avait cette émotion, il y a cette reconnaissance, mais ça, c'est vraiment personnel. En fait, ce que ça envoie comme image, je pense que c'est ça le plus important. C'est-à-dire de voir deux Guadeloupéens, c'est ça, ce que j'allais dire, deux athlètes antillais, hors normes absolument, parce que Teddy Riner, à côté de vous, c'est aussi un monstre de son sport. Deux athlètes noirs. Oui, aussi. Allumer la vasque. Il y avait eu les législatives avant. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que nous, quand on voit un résultat comme ça en France, en fait, on a peur. On a peur. Et on se demande, mais... est-ce qu'on va être bien ici? Est-ce que pourtant on est chez nous, on est Est-ce qu'on va avoir les mêmes chances? Et donc ça fait vraiment peur. Donc
de prendre derrière cette décision et d'envoyer en fait cette image dans le monde, parce que les Jeux sont regardés quand même par beaucoup de monde. En tout cas, les cérémonies d'ouverture des JO sont beaucoup regardées. Moi, je trouvais que la France, en fait, elle avait envoyé un très très beau message dans le monde, d'unité, d'égalité, oui, de fraternité. C'est ça. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de très très important, quoi. Parce que alors c'est vrai que moi avant je ne parlais pas, mais je racontais pas tout ça. Et puis en plus ce sont des époques où les gens ne parlaient pas en fait de tout ce qu'ils vivaient au quotidien, tout ce qu'ils subissaient en fait dans leur quotidien. Mais moi c'était mon moteur en fait. Quand je dis aux gens que ma mamie en fait elle était fan des grandes figures, que elle nous parlait de Mohamed Ali quand on était gamin. Enfin, elle nous avait mis assises avec mes frères et sœurs et mes cousins pour écouter à la radio des commentaires sur le match de Kinshasa. Moi, j'ai quand même 6 ans. Donc, en fait, on est quand même petit. Ce sont des choses qui marquent. Mais je pense que c'est aussi une manière, en fait, pour ma grand-mère de nous inculquer quelque chose. Sensibiliser à ça, de toute façon. Hein. Bien sûr. Et puis, moi, plus tard, en fait, je découvre qu'elle ne comprend rien à la boxe. Elle ne sait pas compter les points. Oui, mais c'est le symbole. C'est le symbole de l'athlète. C'est ça. Et Mohamed Ali, c'est vrai que aussi c'est de la résilience, c'est une école de bien combativité. Sûr. Et puis c'est quelqu'un qui se bat, en fait... pour que les Noirs puissent avoir en fait une place d'hommes et de femmes. À l'époque aux États-Unis, c'est encore une question. Hein. Bien sûr, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et vous en parlez avec Teddy Riner face à la basque vous parlez de ça? Alors, en fait, là, on ne se parle pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, à un moment, il y en a tellement qu'à un moment, parce que pour moi, c'est comme je dis aux gens, en fait, c'est mon petit frère. Ben oui. En fait, pour moi, on a transmis, moi j'ai transmis quelque chose. C'est une sorte de continuité de ce qu'on a commencé à raconter. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens qui sont passés avant moi. Bambuc, qui part à Sacramento, qui est l'un des Français qui a couru avec... en moins de 10 secondes, le 100 mètres, qui vient de chez moi, dont j'ai toujours entendu parler. Ouais, vous baignez quand même dans cette ambiance-là depuis toujours, hein. C'est-à-dire que... Oui, mais ma mamie, elle était vraiment comme ça. Et puis, par exemple, Bambuc, c'est quand même après. Mais ma grand-mère, par exemple, elle disait, il y a eu Mulâtresse Solitude, il y a eu... il y a eu... il y a une vraie tradition d'athlètes qui ont marqué l'histoire du sport international. Non, elle, c'était pas une athlète, c'était en fait une grande militante. Il y a eu Gerty Archimède, qui était la première avocate à passer le barreau à Paris. En fait, ma grand-mère, elle aimait bien nous raconter en fait les histoires de ces grandes figures. Moi, j'ai le sentiment qu'elle était amoureuse de ça, quoi. C'est voilà, quoi. Et je pense que quelque part, quand on se rend compte que en fait qu'on a un parent qui est comme ça, on a envie aussi de devenir finalement on a envie de suivre l'exemple, quoi. Une grande figure pour faire plaisir, pour rendre fier, parce que moi j'ai cette image de ma mamie qui danse chez nous à 6 ans, où elle était super fière d'entendre que Mohamed Ali
qu'il avait battu, qu'il avait gagné Qu'il avait gagné le championnat du monde. Oui, qu'il avait gagné ce combat, quoi. Et puis elle disait, ouais, mais c'est le sauveur. C'est le sauveur. C'est vrai. Alors, est-ce que on parle de ça? J'imagine que ça vous a porté dans les moments difficiles aussi, d'avoir cette lumière qui vous a guidé. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez envisagé d'arrêter? Moi, dans ma carrière, j'ai arrêté l'athlé quand même 3 fois. Donc, au début, quand je suis revenue, quand je suis arrivée à Paris, j'étais repartie parce que c'était trop dur. C'était trop dur. En fait, cette vie-là, elle ne me convenait pas. J'ai arrêté une deuxième fois, toujours en fait sur les débuts. Et c'est vrai que après Sydney, ça a été quelque chose de vraiment très très dur. Il y a une hésitation quand même. Et donc là, je me disais que je n'allais pas en fait, que je n'allais pas réessayer. Et puis donc avec le temps, parce que j'ai mis du temps, donc je me suis préparée donc pour faire les championnats du monde à Paris. Bon, je me suis blessée, donc en fait, je n'ai pas réussi à revenir. Mais en fait, j'ai fait la démarche de reprendre. Ouais. Parce que quand vous êtes blessé, il y a beaucoup d'athlètes comme ça qui se blessent à un moment donné où ils hésitent, où la situation est pas bonne. Et il y en a certains, ça les empêche de revenir. Et vous savez, même si vous êtes blessé, vous savez que ça va aller et que vous allez revenir à ce moment-là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai encore changé d'entraîneur, donc j'ai fait... Fini les États-Unis, là. Ou pas? Ah non, en fait, après Sydney, je suis repartie aux États-Unis m'entraîner à San Diego. Donc, j'avais repris un coach américain qui avait entraîné l'un des premiers Américains à avoir eu le record du monde du 400, qui était Butch Reynolds. Reynolds, ouais. C'est ça. Et donc, je suis partie voir ce coach. En fait, moi... il y a quelque chose qui me caractérise quand même, c'est que je vais toujours voir des personnes qui ont déjà fait. En fait, moi, je ne conçois pas en tout cas, dans ma tête, il fallait que ce soit des gens qui ont déjà fait, qui savent ce qu'ils font. Moi, je voulais pas être le cobaye de qui que ce soit. Je voulais pas des débutants. Non. Non, mais après, vous avez raison, parce que c'est un temps qui est assez court. Vous n'avez pas le temps d'essayer, quoi. La vie d'un sportif de haut niveau. Donc, moi, je pensais qu'il fallait... alors déjà, je trouvais que j'avais pas suffisamment de temps pour faire suffisamment d'épreuves. Donc, j'allais pas en plus perdre du temps à me retrouver avec un coach qui est en train d'essayer de comprendre comment faire, quoi. Est-ce que vous courez maintenant, en ce moment? Un petit peu, ouais. Si. Ah ouais, il y a quand même des moments où on peut vous croiser ou vous courez que sur piste? Non. Moi, j'habite Paris, donc je vais un peu courir au Bois de Boulogne. Est-ce qu'il y a des gens quand même qui se disent c'est elle ou c'est pas elle? Non? Tous les jours. Mais oui, vous imaginez tous les jours. Je suis partie faire mon footing ce matin et je suis tombée sur Marie-Jo Pérec, figurez-vous. Tous les jours, je rencontre des gens dans la rue qui me disent merci ou bravo. Donc ça dépend. Ou les deux. Oui, ça dépend. Moi, j'ai envie de vous dire les deux quand même. Et non, mais franchement, moi, je trouve ça très agréable et ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Parce que, alors, il y a eu un documentaire, là, il y a une autobiographie qui sort. Est-ce que vous avez des projets devant vous qui vous motivent?
J'ai un super projet, mais je peux pas en parler. Ah, il faudra en venir pour nous expliquer alors. Mais mais je pense que ça surprendra beaucoup de monde parce que je pense que les gens me voient comme une personne discrète, réservée et tout. Donc je pense que ça va surprendre. Vous allez les prendre à contre-pied. Ouais. Comme d'habitude. Bon, en tout cas, merci Marie-Jo d'avoir trouvé un moment pour nous. Et puis, bonne route pour l'autobiographie, bonne chance pour le projet. J'espère qu'on vous reverra à Monaco. Avec plaisir, merci beaucoup.